Parmi les intempérants eux-mêmes, les impulsifs valent mieux que ceux qui possèdent la règle, mais n'y persistent pas, car ces derniers succombent sous une passion moins pressante et en outre ne s'y abandonnent pas sans délibération préalable, comme le font les impulsifs. Les intempérants, en effet, est semblable à ceux qui s'enivrent rapidement et avec une faible quantité de vin, moindre qu'il n'en faut à la plupart des hommes. Qu'ainsi l'intempérance ne voit pas un vice, voilà qui est clair, quoiqu'elle soit peut-être à un sens, car l'intempérance agit contrairement à son choix, et le vice conformément au sien. Mais cependant, il y a ressemblance, du moins dans leurs actions respectives, et comme disait Démodocos aux Milésiens, on ne sait rien de ce personnage, les Milésiens ne sont pas dénués d'intelligence, mais ils agissent tout à fait comme les imbéciles. Pareillement, les hommes intempérants ne sont pas des hommes injustes, mais ils commettent des actions injustes. Puisque l'homme intempérant est constitué de telle sorte qu'il poursuit sans croire pour autant qu'il a raison de le faire, les plaisirs corporels excessifs et contraires à la droite règle, tandis que l'homme déréglé est convaincu qu'il doit agir ainsi, et cela parce qu'il est constitué de façon à poursuivre ses plaisirs. Il en résulte que c'est au contraire le premier qu'on peut aisément persuader de changer de conduite, alors que pour le second ce n'est pas possible. En effet, la vertu et le vice, respectivement, conservent et détruisent le principe, et dans le domaine de la pratique, c'est la cause finale qui est principe, comme les hypothèses en mathématiques. Le point de départ, le principe de nos actions, arché, la fin qui oriente notre conduite, to ou eneka, et dont la rectitude de choix est l'œuvre de la vertu naturelle, fut ziké, exercée et fixée par l'habitude, est indémontrable et ne peut être saisi que par une intuition rationnelle, par le nous. Ce principe, en tant qu'il échappe à l'emprise de la science démonstrative et qu'il constitue le premier anneau de la chaîne déductive, joue le même rôle en morale que les hypothéséis en mathématiques. Dès lors, pas plus dans les matières que nous traitons ici que dans les mathématiques, le raisonnement n'est apte à nous instruire des principes, mais c'est une vertu soit naturelle, soit acquise par l'habitude, qui nous fait avoir une opinion correcte au sujet du principe. L'homme répondant à cette description est par suite un homme modéré et son contraire un homme déréglé. Mais il y a un genre d'hommes. Après l'homme déréglé et l'homme modéré, Aristote passe à l'homme intempérant et à l'homme tempérant, qui, sous l'influence de la passion, abandonne les voies de la droite règle. C'est un homme que la passion domine au point de l'empêcher d'agir conformément à la droite règle. Mais cette domination ne va cependant pas jusqu'à le rendre naturellement capable de croire que son devoir est de poursuivre en toute liberté les plaisirs dont nous parlons. C'est là l'homme intempérant qui est meilleur que l'homme déréglé et qui n'est même pas vicieux à proprement parler, puisqu'en lui est sauvegardé ce qu'il y a de plus excellent, je veux dire le principe. Opposé enfin à l'intempérant est un autre genre d'homme, l'homme tempérant. C'est celui qui demeure ferme et ne s'écorte pas du principe sous l'effet du moins de la passion. Ces considérations montrent donc clairement que cette dernière disposition du caractère est bonne et que l'autre ne vaut rien. 10. Tempérance et obstination. Est-ce donc qu'est en tempérant celui qui demeure ferme dans n'importe quelle règle et n'importe quel choix, ou seulement celui qui demeure ferme dans la droite règle? Et d'autre part, est-ce qu'est intempérant celui qui ne persiste pas dans n'importe quel choix et n'importe quelle règle, ou celui qui fait seulement abandon de la règle exempte de fausseté et du choix correct? Telle était la façon dont le problème a été posé précédemment. Ne serait-ce pas que par accident, ce peut être une règle ou un choix quelconque, mais qu'en soi c'est seulement la règle vraie et le choix correct, où le tempérant persiste et où l'intempérant ne persiste pas. Si en effet on choisit ou poursuit telle chose en vue de telle autre chose, c'est cette dernière que par soi on poursuit et choisit, mais par accident, c'est la première. Or, d'une façon absolue, a pour nous le sens de par soi. Par conséquent, à un sens, c'est n'importe quelle opinion à laquelle le tempérant s'attache fermement et que l'intempérant abandonne. Mais absolument parlant, c'est seulement à celle qui est vraie. Mais il y a des personnes capables de persister dans leur opinion, qu'on appelle des opiniâtres, c'est-à-dire qui sont difficiles à convaincre et qu'on ne fait pas facilement changer de conviction. Ces gens-là présentent une certaine ressemblance avec l'homme tempérant, comme le prodigue ressemble à l'homme libéral et le téméraire à l'homme sûr de lui, mais en réalité il diffère de lui sous bien des aspects. L'homme tempérant, en effet, sous l'assaut de la passion et de la concupiscence, demeure inébranlable, mais il sera prêt, le cas échéant, à céder à la persuasion. L'homme opiniâtre, au contraire, refuse de céder à la raison,
car de tels gens ressentent des appétits et beaucoup d'entre eux sont menés par leur plaisir. Or, parmi les opiniâtres, on distingue les entêtés, les ignorants et les rustres. L'entêtement des premiers tient au plaisir, ou à la peine que leur propre attitude leur cause. Ils se plaisent à chanter victoire quand on ne réussit pas à les faire changer d'opinion, et ils s'affligent quand leur propre décision devient de nulle, et non avenue, comme cela arrive pour des décrets. Aussi ressemble-t-il davantage à l'homme intempérant qu'à l'homme tempérant. D'autre part, il y a des gens qui ne persistent pas dans leur opinion pour une cause étrangère à l'intempérance, par exemple Néoptolème dans le Philoctète de Sophocle. Il est vrai que c'est au plaisir que fut dû son changement de résolution, mais c'était un noble plaisir, car dire la vérité était pour lui quelque chose de noble, et il n'avait consenti à mentir qu'à l'instigation d'Ulysse. En effet, celui qui accomplit une action par plaisir n'est pas toujours un homme déréglé ou pervers ou intempérant, mais c'est celui qui l'accomplit par un plaisir honteux. 11. Insensibilité, intempérance et prudence. Puisqu'il existe aussi un genre d'homme constitué de telle façon qu'il ressent moins de joie qu'il ne devrait des plaisirs corporels. Non pas en vue du bien, mais par dégoût et par fatigue, et c'est la raison pour laquelle aussi il ne persiste pas dans la voie droite. Et qu'il ne demeure pas fermement attaché à la règle, celui qui occupe la position intermédiaire entre lui et l'homme intempérant est l'homme tempérant. En effet, l'homme intempérant ne demeure pas dans la règle parce qu'il aime trop les plaisirs du corps et cet autre dont nous parlons parce qu'il ne les aime pas assez. L'homme tempérant, au contraire, persiste dans la règle et ne change sous l'effet d'aucune de ces deux causes. Mais il faut bien, si la tempérance est une chose bonne, que les deux dispositions qui y sont contraires soient l'une et l'autre mauvaises. Et c'est d'ailleurs bien ainsi qu'elles apparaissent. Mais du fait que l'une d'elles ne se manifeste que dans un petit nombre d'individus et rarement, on croit d'ordinaire que la tempérance est le seul contraire de l'intempérance, tout comme on admet que la modération est le seul contraire du dérèglement. Étant donné d'autre part qu'un grand nombre d'expressions sont employées par similitude, c'est par similitude que nous venons naturellement à parler de la tempérance, de l'homme modéré, parce que l'homme tempérant et l'homme modéré sont l'un et l'autre constitués de façon à ne rien faire à l'encontre de la règle sous l'impulsion des plaisirs corporels. Mais tandis que le premier a des appétits pervers, le second n'en a pas et sa nature est telle qu'il ne ressent aucun plaisir dans les choses qui sont contraires à la règle, alors que l'homme tempérant est naturellement apte à goûter le plaisir dans ces choses-là, mais à ne pas s'y abandonner. Il y a également une ressemblance entre l'homme intempérant et l'homme déréglé, bien qu'ils soient en réalité différents. Tous deux poursuivent les plaisirs du corps, mais l'homme déréglé pense qu'il doit le faire et l'homme intempérant ne le pense pas. Il n'est pas possible non plus que la même personne soit en même temps prudente et intempérante, car nous avons montré que la prudence et le caractère vertueux vont toujours ensemble. Ajoutons que la prudence ne consiste pas seulement dans la connaissance purement théorique du bien, mais encore dans la capacité de le faire, capacité d'agir que l'homme intempérant ne possède pas. Rien n'empêche, au surplus, que l'homme habile soit intempérant, et c'est la raison pour laquelle on pense parfois qu'il y a des gens qui, tout en étant prudents, sont cependant intempérants. Parce que si l'habileté et la prudence diffèrent, c'est de la façon indiquée dans nos premières discussions. En tant que se rapportant à la raison, ce sont des notions voisines, mais elles diffèrent pour ce qui est du choix. L'habileté est une pure dynamis, étrangère à la moralité, capable à la fois de bien et de mal. Alors que la phronésis s'accompagne toujours de proaérésis, et c'est cette dernière qui lui donne son caractère moral. On ne doit dès lors pas comparer non plus l'homme intempérant à celui qui sait et contemple, mais seulement à celui qui est en état de sommeil ou d'ivresse. Et il agit certes volontairement, puisqu'il sait d'une certaine manière à la fois ce qu'il fait et en vue de quoi il le fait. Mais il n'est pas pervers parce que son choix est équitable, de telle sorte qu'il n'est qu'à demi pervers. Et il n'est pas injuste car il n'a aucune malice, puisque des deux types d'hommes intempérants, l'un ne persiste pas dans le résultat de ses délibérations et que l'autre homme, d'humeur excitable, ne délibère pas du tout. Dès lors, l'homme intempérant est semblable à une cité qui rend toujours les décrets qu'il faut et possède des lois sages, mais qui n'en fait aucun usage, comme le remarque en raillant Anaxandride, poète de la moyenne comédie. La cité le souhaitait, elle qui n'a aucun souci des lois. L'homme vicieux, au contraire, ressemble à une cité qui se sert de ses lois, mais ces lois ne valent rien à l'usage. Tempérance et intempérance ont rapport à ce qui dépasse l'état habituel de la majorité des hommes. L'homme tempérant, en effet, montre une fermeté plus grande, et l'homme intempérant une fermeté moindre, qui ne sont capables d'en montrer la plupart des hommes.
De toutes les formes d'intempérance, celles dont les hommes à humeur excitable sont atteints est plus facile à guérir que celles des hommes qui délibèrent, sans persister ensuite dans leurs décisions, et ceux qui sont intempérants par habitude se guérissent plus aisément que ceux qui le sont par nature, car on change d'habitude plus facilement que de nature. Même l'habitude est difficile à changer, précisément pour cette raison qu'elle ressemble à la nature. Suivant la parole des Vénus, je dis que l'habitude n'est qu'un exercice de longue haleine, mon ami, et dès lors, elle finit par devenir chez les hommes une nature. 12. Théorie sur le plaisir, leurs arguments. Nous avons traité de la nature de la tempérance et de l'intempérance, et celle de l'endurance et de la mollesse, et montré comment ces états se comportent les uns envers les autres. L'étude du plaisir et de la peine est l'affaire du philosophe politique. L'éthique, nous le savons, n'est qu'un chapitre de la politique. Aristote entend par philosophe politique à la fois le théoricien de la politique et l'homme d'État qui met la main à la pâte. C'est lui qui établit la fin suprême, l'ultime valeur servant d'étalon aux activités subordonnées, qui ne sont bonnes en elles-mêmes que si elles tendent vers cette fin. C'est lui en effet dont l'art architectonique détermine la fin sur laquelle nous fixons les yeux pour appeler chaque chose bonne ou mauvaise au sens absolu. En outre, cette investigation est l'une de nos tâches indispensables, car non seulement nous avons posé que la vertu morale et le vice ont rapport à des plaisirs et à des peines, mais encore, au dire de la plupart des hommes, le bonheur ne va pas sans le plaisir, et c'est la raison pour laquelle l'homme bienheureux est désigné par un nom dérivé de se réjouir. Certains sont d'avis. Aristote va maintenant exposer puis critiquer les différentes opinions sur le plaisir. Il y reviendra avec plus d'abondance dans le livre 10. Les arguments anti-hédonistes d'Aristote sont empruntés à Platon, et les textes relatifs au plaisir sont en étroite dépendance du Philèbe. Dans ce dialogue célèbre et souvent obscur, Platon, on le sait, a traité ex professo de la nature du plaisir et de ses diverses espèces, en faisant état d'objections et de controverses nées à l'intérieur même de son école. Dans le présent passage, Aristote distingue trois opinions sur le plaisir. Une, condamnation radicale du plaisir, lequel n'est un bien ni en lui-même ni par accident. C'est l'opinion de Speusippe et des gens distingués du Philèbe, par opposition à celle de Dox, qui considérait le plaisir comme le souverain bien. D'après Speusippe, le plaisir et la douleur sont deux mots opposés l'un à l'autre, ainsi qu'au bien, lequel tient le milieu entre les deux. 2. Opinion suivant laquelle quelques plaisirs sont bons, mais la plupart ne valent rien. On reconnaît la thèse du Philèbe, où Platon distingue les plaisirs purs et sans mélange de peine et les plaisirs impurs ou mélangés de peine. 3. Qui exprime l'opinion d'Aristote lui-même, opinion qu'on retrouvera au livre 10 et qui est en accord avec les conclusions du Philèbe. Donc certains sont d'avis qu'aucun plaisir n'est un bien, ni en lui-même, ni par accident, car il n'y a pas identité, disent-ils, entre bien et plaisir. Pour d'autres, certains plaisirs seulement sont bons, mais la plupart sont mauvais. Selon une troisième opinion, enfin, même en supposant que tous les plaisirs soient un bien, il n'est cependant pas possible que le plaisir soit le souverain bien. Le plaisir n'est pas du tout un bien, dit-on, parce que tout plaisir est un devenir senti vers un état naturel et qu'un devenir n'est jamais du même genre que sa fin. Par exemple, un processus de construction n'est jamais du même genre qu'une maison. 2. De plus, l'homme modéré évite les plaisirs. 3. De plus, l'homme prudent poursuit ce qui est exempt de peine, non l'agréable. 4. De plus, les plaisirs sont un obstacle à la prudence, et cela d'autant plus que la jouissance ressentie est plus intense, comme dans le cas du plaisir sexuel, où nul n'est capable de penser quoi que ce soit en l'éprouvant. 5. De plus, il n'existe aucun art productif du plaisir, cependant toute chose bonne est l'œuvre d'un art. La source de cet argument est Gorgias. 6. De plus, enfants et bêtes poursuivent les plaisirs. 2. Tous les plaisirs ne sont pas bons, dit-on d'autre part, parce que 1. Il y a de honteux et de répréhensibles, et qu'en outre, 2. Il y a de nuisibles, puisqu'il y en a de nuisibles, puisque certaines choses qui plaisent sont funestes à la santé. 3. Enfin, que le plaisir ne soit pas le souverain bien est prouvé par ce fait qui n'est pas une fin, mais un devenir. Troisième opinion, celle d'Aristote lui-même.